Chers amis des mécènes, bonsoir. Je suis le Mick du montage et je suis là pour vous présenter d'avance mes excuses parce que je viens de terminer l'enregistrement du blabla de la course et après 3 quarts d'heure de blabla, je constate sur mon banc de montage qu'au bout de quelques minutes, le son devient assez moche, ça sature en fait. Et pour dire ça poliment, il est actuellement mardi soir et je n'aurai pas du tout le temps ce soir de recommencer le tournage parce que ça va commencer à faire assez tard et que j'ai pas envie de me prendre des assauts de type meurtrier de la part de mon voisinage. Et étant donné que les prochains jours risquent d'être assez compliqués pour moi d'enregistrer, je vais devoir me contenter de faire avec ce que j'ai. Donc, si tu as peur pour tes oreilles, on se donne rendez-vous très bientôt. Et puis, si tu n'as pas peur, je sais que t'es courageux, je te vois. Remets un pantalon quand même. Donc, je ne vais pas réfléchir pour toi, déjà que j'arrive pas à le faire pour moi. Donc, tu verras par toi-même. Si jamais tu estimes que ce n'est pas digne de tes oreilles, eh bien, tu accepteras mes excuses. Et si tu remarques que dalle, je te juge pas. Amuse-toi bien, des gros bisous, et que la passion soit avec toi. Ça, c'est pas dans un film, genre Le Seigneur des... Ce dimanche en Formule 1, les pilotes jouent à la roulette russe pour savoir qui aura des pénalités. La pluie ignore le droit au veto des constructeurs en forçant une grille inversée, ce qui provoque un Grand Prix de Russie palpitant, avec des luttes à tous les niveaux et des retournements de situation jusque dans les derniers tours, du jamais vu en Formule 1. Enfin, pas en Russie en tout cas. Spa 2008, c'était le Grand Prix qui me venait à l'esprit lorsqu'on constatait que la pluie allait arriver dans les derniers tours, parce que je suis encore marqué par le dernier tour de Nick Heidfeld, qui prenait le pari de s'arrêter dans le tout dernier tour pour mettre des pneus pluie. Il sortait 9ème des stands, tout ça pour franchir la ligne d'arrivée en 3ème place. Et pour finir 2ème avec la pénalité qu'il y a eu devant lui. Ce dimanche, c'était le scénario inverse, avec quelques pilotes qui ont payé cher en restant un tour de plus en pneus slick, certains perdant même plus de 1 minute en un seul tour lorsque l'apocalypse est tombé sur le saint circuit de Sochi. Ce n'est pas forcément les plus méritants qui sont récompensés, mais c'est souvent la loi lorsque la pluie apparaît en fin de Grand Prix, parce que ce sont les moins bien classés qui, ironiquement, sont le mieux placés. Petite dédicace à Daniel Kvyat et Lance Stroll au Grand Prix d'Allemagne 2019, qui étaient dans les bons derniers et qui étaient les premiers à tenter les pneus inter et qui ont fini 3 et 4. Le fait de voir un nouveau doublé Senior Lewis et Maximus pourrait presque sembler répétitif, mais je dois commencer par ce petit éloge avant de me plonger dans la course de chaque pilote. On pourrait se dire qu'à la vue du Grand Prix, ce ne sont peut-être pas les pilotes qu'on s'attendait à voir dans ces positions, parce que si leurs prestations furent merveilleuses, tant pour l'un que pour l'autre, il y a une grande part de loterie qui a son mot à dire dans ces conditions. Mais le fait qu'au drapeau à damier, il ne reste que ces deux-là, je trouve que c'est une sublime allégorie de cette saison. Ils sont les 2 alphas du plateau. Non, pas les AlphaTauri, ferme-la, dégage. Ils sont les 2 alphas du plateau, ils prouvent continuellement, course après course, qu'ils le sont. Alors certes, Mercedes et Red Bull restent maîtres du plateau, mais cette saison, ce dimanche, McLaren, Ferrari et même Alpine étaient de sérieuses menaces, et j'ose affirmer que la dernière fois qu'on a vu une saison aussi compétitive, c'était certainement en 2012. Alors ça l'est peut-être un petit peu moins, mais faut remonter au moins jusque-là. Et pauvre de vous qui n'avez pas connu la Formule 1 avant cette époque, laissez-moi vous dire que ce que nous voyons cette année capture la quintessence de ce qu'est la discipline, non pas une hégémonie d'un seul homme ou une seule équipe, mais la confrontation entre les deux, parfois plus, mais entre ces forces égales dans des machines meilleures que les autres, mais pas suffisamment dominantes pour permettre à une 3e, 4e, parfois 5e force de venir les forcer à se dépasser pour aussi prendre leur part du butin. Je pense à des James Hunt dans Sainz-Kef, qui est venu embêter la lutte Fittipaldi-Lauda, les Scheckter dépaillés pour arbitrer la lutte Lauda-Hunt, il y avait Mansell et sa Ferrari, ou Patrese et sa Williams en 89 dans la lutte Prost-Senna, il y avait du Frentzen dans sa Jordan pour arbitrer la lutte McLaren-Ferrari. Tu t'en trouves plein des petites saisons comme ça avec ces petits outsiders qui sont toujours là.
Mais si on est toujours victime des perturbations aérodynamiques qui sont propres à cette ère, pour la première fois en 10 ans, j'ai l'impression d'avoir retrouvé la Formule 1 que j'aime. Et que certainement tu aimes toi aussi. Lewis et Max s'échangent la tête du championnat, ils sont séparés par 2 points après 15 manches, et en termes d'enjeu, il me serait difficile de rester insensible à l'idée de voir Lewis monter la barre historique à 8 titres, après avoir gagné sa 100e victoire, et après avoir enregistré plus de 100 pole positions. Mais en même temps, il me tarde aussi de voir un petit nouveau découvrir les joies d'une victoire mondiale et de voir la brutalité verstappenienne échapper son masque lorsque les caméras s'empresseront de capturer l'émotion du nouveau champion. Et pour rester un petit peu sur lui, qui subissait une pénalité de moteur et 3 places à cause de l'incident de Monza, et tout ça qui faisait qu'il partait bon 20e, eh bien son premier relais était d'une toute autre dimension. Ses dépassements nous rappelaient ce qu'on aimait le mieux chez Max, jadis, ou peut-être même encore, mais on avait plus l'habitude avant de le voir faire ses remontées dans le peloton quand il se prenait ses 53 places de pénalité avec le Renault. Donc on préfère voir ce Maxou qui remonte dans le peloton plutôt que celui qui s'ennuie en tête pendant 70 tours. Son second relais semblait en revanche un peu plus compliqué, peut-être à cause des pneus médiums qui semblaient moins performants. Mais bon, il pouvait difficilement espérer mieux que la 7e place, qui semblait déjà pas trop mal en soi. Mais il fut l'un des plus chanceux pour convertir cela en seconde place grâce à la pluie. Mais il faudrait pas non plus lui enlever le fait qu'il a gagné la position en piste face à Ricciardo et Sainz dans les derniers tours, démontrant une énième fois son habileté dans des conditions extrêmes. En termes de sauvetage de meubles, il vient de rejoindre la fondation Un vice de trop pour Ikea. Ça commençait mal pour Hamilton qui perdait près de 1 minute au stand en qualification après avoir touché le mur, et il a dû se contenter de la 4e place et il se faisait prendre des positions au départ dans la grosse bouillie qu'il y a eu à l'envolée. Il s'est retrouvé bloqué dans le train de Russell derrière Ricciardo. Il a dû attendre que la McLaren devant lui s'arrête pour pouvoir diminuer ses temps autour, d'une manière très conséquente d'ailleurs, et ensuite remonter derrière Norris. Lorsque la pluie est arrivée, il était le mieux placé pour décider s'il fallait ou non s'arrêter. Enfin, même pas juste de prendre le pari, en fait. Si Norris s'était arrêté à ce moment-là de la course, juste devant lui, je serais presque prêt à parier que Lewis aurait continué en piste. En termes de décision, il avait le choix le plus simple à faire, vu que dépasser Lando à la régulière, c'était impossible. Il avait juste à faire l'inverse de Lando. Donc si Lando s'arrêtait, il continuait, et si, vu que Lando a continué, il s'est arrêté. C'est l'exact inverse de ce qui s'était passé à Budapest, où Mercedes et lui ne semblaient pas tout de suite envisager de sacrifier la première place en piste. Donc le voilà, sans victoire le mec. Alors certes, c'est juste une de plus dans toutes celles qu'il a, mais en termes de nombre, c'est un sacré palier, et comme l'aime le rappeler mon cher Alex ZV, coucou Alex, il a plus de victoires que Jackie Stewart n'a de Grand Prix. Quand tu te dis que pendant plus de 10 ans, Jackie Stewart détenait le record du nombre de victoires, à 27, tu te dis qu'on compare pas les époques, et t'as raison, et c'est pour ça que j'aime ces données, ça nous rappelle que, Hamilton, c'est peut-être un très grand de cette génération, mais il ne se compare pas au reste de l'histoire, chacun. Mais bon, ça, tu le sais toi-même. Ah non, d'accord, tu veux pas. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer avec les faire-valoir de ce week-end, parce qu'il y avait 2-3 petits trucs sympathiques. Le week-end de Valtteri Bottas aura eu de l'intérêt que pendant un seul tour, et il s'avère que c'était celui où il est passé en pneu intermédiaire qui lui a offert la 5e place. Donc, quitte à en choisir un, autant que ce soit celui-là. Certes, Bobo a dû souffrir d'une pénalité moteur sur la grille pour faire le jeu de Lewis, et on pourrait se dire que le fond de grille et Sochi, c'est pas terrible, mais à la fin du premier tour, il était 12e. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se faire ridiculiser par Verstappen et Leclerc qui partaient derrière lui. Lorsque les petits jeunes bataillaient pour prendre des places, Bottas observait, en fonction des phases de course, les miches d'une Aston Martin ou d'une Alpha Tauri, surtout celle de Gasly, tout ça. Donc voilà,
Max et Charles étaient 7 et 8 en fin de course, avant la pluie. Bottas était 14e. Sa remontée à Monza était donc bel et bien grâce au DRS et une voiture bien plus rapide, et non pas un soi-disant regain de forme après s'être fait jeter de Mercedes. Et encore une fois, je ne remets pas en cause ses capacités pour rouler vite, ça il le fait très bien, donc je pense que c'est même pas la peine d'en discuter. Je dis juste qu'il ne s'est pas doublé, et pour moi ça reste toujours inacceptable en Formule 1. Autant on peut mettre sa prestation déplorable de Bakou sur le dos d'une voiture capricieuse, parce qu'on se rappelle que les circuits urbains avaient très peu réussi à Mercedes cette année, autant pour ce Grand Prix de Russie, j'ai du mal à lui trouver la moindre excuse pour ce dimanche. Et si en fait il y avait Imola aussi où c'était un désastre. Et côté Pérez, c'est l'exact inverse. Après un milieu de saison un petit peu décevant, même très décevant, Checo semble revenir depuis Zandvoort mais manque cruellement de réussite. Parfois par sa faute, parfois à cause du sort, simplement, comme ce dimanche. Ses qualifications ont été embêtées par un changement de pneus tardif, quand il a fallu chausser les pneus slick. Mais soyons honnêtes, de manière générale, ces qualifications, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus brillant. Mais en course, Checo est généralement bien là, et ce dimanche, il était là. Il a tenu ses pneus durs pendant 36 tours sur les 53, ce qui lui a permis de s'en donner à cœur joie malgré un arrêt assez long qui a été enregistré, je crois, à 9 secondes, sans quoi il serait très certainement resté devant Sainz et Norris, mais il a réussi à les repasser en piste pour aller chercher ce podium qui semblait lui tendre les bras depuis Monza, mais un petit peu comme Norris, sa position était un peu trop bonne pour être sacrifiée jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il était trop tard, et ce qui était très certainement un beau podium qui lui était promis, se transforme en 9e place. C'est bien moins pire que ce que ça en a l'air sur le papier, et s'il continue sur cette lancée, il va finir par enfin revenir là où il devrait être, et ça ne serait pas un mal. En montant sur son 3e podium en Formule 1, Carlos Sainz enregistre son 5e podium en Formule 1. Ah oui. Et j'ai du mal du coup à me positionner vraiment sur sa course, pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il aurait pu faire mieux ou ce qu'il a fait de très bien. Donc je vais juste me contenter d'un bête compte rendu. À l'instar de la qualification de Styrie 2020, il a prouvé son adaptabilité merveilleuse en enregistrant sa première ligne en Formule 1. Il a réussi un beau premier tour pour prendre la tête de la course. Donc mon problème, c'est ça sur sa course. Je ne sais pas si Carlos a été trop gourmand en creusant l'écart en début de course, et si c'est ça qui a causé son graining sur ses pneus qui l'a forcé à s'arrêter très tôt. Ou alors si c'est simplement propre à la voiture, mais si c'est le cas, je veux comprendre pourquoi Leclerc il a pas eu de problème. Ou alors si c'est la Ferrari qui était trop limitée pour tenir le rythme et du coup c'est lui qui a trop attaqué, et si c'est le cas c'est pas malin. Donc j'ai vraiment aucune interprétation à vous proposer, seulement des pistes de réflexion. En s'arrêtant si tôt, sa course pour le podium était compromise puisqu'en fin de course il s'est effondré devant Pérez puis ensuite Alonso, et on imagine qu'il aurait pu continuer à tomber si la pluie n'était pas arrivée. D'ailleurs il commençait même à appeler la radio pour qu'on commence à lui préparer les pneus tendres dans les derniers tours. Mais il s'arrête au bon moment pour ramener le podium, ça ne fait jamais de mal à une Ferrari de monter sur les marches, surtout grâce à un bon appel stratégique. Et pour ce qui est de Charles Leclerc, qui lui avait une pénalité moteur, qui avait une amélioration, et en échange il a eu une pénalité moteur, il m'a semblé très impressionnant sur son premier relais, remontant efficacement au départ. Il a offert un bon moment de frayeur aussi dans sa lutte avec Vettel lorsque Verstappen est arrivé juste derrière. Son second relais était capital puisqu'il est retombé bien dans le peloton, mais il a de nouveau enchaîné les dépassements et sans la pluie, il aurait pu finir 8e, ce qui aurait été plus qu'honorable quand on considère que devant lui c'était Verstappen et qu'il a une Red Bull et lui une Ferrari. Hélas, il était dans le mauvais train-train pour s'arrêter au stand et il a dû tourner sous le déluge avec les pneus slick. Et le voilà qui conclut sa course en 15e place. Et c'est pour ça que quand je dis que Bottas finit 5e, ça me... dissonance cognitive un peu dans ma tête.
En terminant 4e, Danny Ric sort d'un bon week-end, mais clairement, il était dans l'ombre de son équipier à 2 secondes en qualification et en course. Premièrement, en début de course, il a été bloqué derrière Stroll et Russell aussi, parce que c'était Russell qui faisait le train. Mais dès qu'il a eu la piste libre, il n'a pas semblé en mesure d'égaler le rythme de Lando. Mais il faut admettre qu'aussi, il a bien tenu Lewis qui était juste derrière lui. Il faut le préciser pour ceux qui regardent pas la course, mais les McLaren, elles sont presque impossibles à dépasser, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, c'est le cas. Tout le monde le dit. Je me rappelle de Sainz qui était bloqué derrière Ricciardo à Silverstone, alors qu'il semblait avoir clairement plus de rythme. Il y avait Perez qui a passé beaucoup de temps à passer Ricciardo et Norris aux Pays-Bas alors qu'elles semblaient en difficulté, les McLaren, et que jusque-là, Perez s'en était vraiment bien sorti avec les dépassements. Et évidemment à Monza où c'était une évidence. Alors, c'est juste le moteur Mercedes au final qui marche parfaitement bien dans cette voiture qui est bien taillée pour la vitesse en ligne droite. Il a perdu hélas quelques secondes lors de son arrêt au stand, mais au final il a réussi à se débarrasser quand même de Russell et Stroll, et en fin de course il a perdu la 4e place face à un Perez en rue furie, et face à un Alonso lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, mais il a eu le bon appel stratégique également, et il ramène sa voiture 4e malgré tout. Quant à Lando Norris, dur de voir autre chose que les félicitations du jury. Ouais, non, tu sais peut-être pas, mais c'est une mention de diplôme. Je le sais parce que c'est la plus haute que tu puisses avoir, et je l'ai jamais eu. Mais du coup, cette belle course de... Pardon. Mais du coup, cette belle course de Norris, ça nous fait un bel écho à un certain Grand Prix de Bahreïn 2019, et à la prestation d'un Charles L. Ouais, c'est ça, Charles L. Pole position, une course menée avec maîtrise, meilleur tour, malgré Sainz qui lui a volé la tête de la course au début du Grand Prix. Il a calmement géré ses températures et son usure pneumatique, et il a fondu sur Carlos pour reprendre la tête de course, et à la fin de l'épreuve, il semblait nettement capable de se défendre de la remontée de Hamilton grâce à un très bon rythme dans le dernier secteur qui était très important, plus son avantage en ligne droite pour se protéger du DRS. Mais évidemment, lorsqu'il a fallu prendre une décision pour s'arrêter, c'était très difficile de se dire qu'il fallait laisser tomber la tête de course à 5 tours de la fin. On ne peut pas blâmer McLaren ni Norris, comme je le disais. Si les positions étaient inversées avec Hamilton, je suis persuadé qu'on aurait eu le scénario inverse, avec donc Lewis qui reste en piste, Lando qui passe au stand. Je comprends la déception des fans du petit Lando, qui n'ont pas vu sa victoire, mais à titre personnel, j'y vois rien de plus qu'un événement futur inévitable, comme pour Leclerc. Ce n'est qu'une question de temps, il a prouvé qu'il avait ce qu'il faut pour être vainqueur en Formule 1, et ça me suffit pour me faire taire sur tous les doutes que j'ai pu exprimer par le passé. Attends, je suis en train d'admettre que je me suis planté, là ? Coupe-moi cette... J'ai jamais caché que Alonso fait partie des très rares pilotes pour lesquels j'ai une affection supplémentaire à cause de la nostalgie, de l'avoir vu exploiter 100% de ses machines avec une régularité insultante sans forcément en avoir la récompense qui va avec pendant presque toute sa carrière. Et pour 2021, j'avais aucune attente, j'avais même presque fait le deuil, quoi. Ça faisait 2 ans, je me disais, bon, il va faire du bon boulot, mais voilà, je m'en fous, quoi. C'est derrière moi tout ça. Mais là en fait je m'incline, monsieur Nando Alonso. Je ne suis pas digne de vous observer, monsieur. Car cette année on a revu ce qui faisait la réputation de ce double champion du monde. On a vu cette année l'Alonso attaquant en Autriche, on a vu l'Alonso du départ à Bakou et à Silverstone, on a vu l'Alonso défenseur en Hongrie, on a vu l'Alonso marathon aux Pays-Bas. Et tout ça, évidemment, sans jamais dépasser les limites du règlement. Et ce dimanche, c'est une nouvelle de ces nombreuses facettes qu'on a redécouvert avec le Nando rusé, l'Alonso qui joue un petit peu avec les limites. Après le Grand Prix d'Autriche, il exprimait sa frustration de perdre des places au départ à cause des pilotes qui profitaient des dégagements pour prendre des places. Ça d'ailleurs, j'aime bien que lui l'ait souligné parce que... C'est aberrant
de voir des pilotes qui doublent hors de la piste au début des Grands Prix et qui rentrent pas les places ou qui s'en sortent mieux grâce à ça. Et après avoir déploré cela, Alonso disait qu'à partir de maintenant, il allait aussi faire comme les autres et qu'il allait être aussi un mauvais élève. Et là, on arrive en Russie, quelques mois plus tard, avec le fameux virage 2, où les pilotes tirent souvent tout droit et doivent obligatoirement passer derrière des panneaux avant de rejoindre la piste, sous peine de recevoir une pénalité, ce qui avait coûté très cher à Carlos Sainz l'an dernier, justement. Et voilà, donc voilà la situation. Et Alonso, qu'est-ce qu'il nous fait, ce con pendant ses tours d'installation, donc... le moment où il sort des stands, où il va se mettre sur la grille de départ, ou alors, c'est peut-être pas les tours d'installation, et je sais plus comment on appelle ça, la tour de mise en grille, lui, il est allé tester la zone, en fait. Il a pas pris le virage 2 lorsqu'il sortait des stands, il est passé, il a dit « Ah, ok, c'est comme ça, tac, tac, je passe, coucou. » Et au départ, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il retarde son freinage, parce que c'est un très gros freinage, au virage 2, surtout quand on voit toutes les voitures qui étaient tassées. Lui, il a vraiment retardé, il s'est bien placé à l'extérieur, alors que tout le monde veut se mettre à l'intérieur. Ici, lui, il s'est mis à l'extérieur, tranquille pépouze. Il a passé 2 voitures, je crois que c'était Ricciardo... Je sais plus, enfin, il a passé 2 voitures, quoi. J'aurais dû me le noter. Il a tiré tout droit volontairement, donc. Il est bien passé derrière les panneaux. Donc, il a bien respecté la règle sortie de piste. Il est bien repassé par là. Évidemment, en coupant le virage, il a doublé d'autres concurrents. Et puis, voilà, il a rejoint la piste. Alors, il a évidemment rendu les places qu'il a gagnées en étant hors de la piste, parce que c'est le règlement. Parce qu'après, c'est gaining an advantage, comme ils disent, enfin, leaving the track and gaining an advantage. Là, il a rendu les quelques positions qu'il a perdues, donc il y a peut-être Sainz, Stroll, enfin, je sais plus, mais t'as compris, Russell, Stroll, les 2 positions qu'il a gagnées en piste, donc c'était Ricciardo et peut-être Hamilton, bah, il a jamais eu à les rendre, en fait, parce qu'il les a gagnés en piste. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas interdit. Même Masi, il a dit que c'était une des fameuses zones d'ombre ou zones grises du règlement et qu'il pouvait rien faire. Il y a un moment, je suis obligé de crier au génie, quoi. Déjà parce que... à la fois... Enfin, c'est de l'Alonso, en fait. Alors, honnêtement, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais... C'est de l'Alonso dans le sens où... ah d'accord, on vous dit rien quand vous sortez de la piste et que vous gagnez des places, bah ok, je vais faire pareil. Mais lui, il le fait en exploitant la limite absolue du règlement, et tout ça pour, je l'espère, un petit peu dénoncer ces tendances qu'on peut avoir au départ, et peut-être forcer la FIA à intervenir en revenant sur quelques paragraphes du règlement. Mais tu vois, si c'était que ça, si c'était que ce départ, tout machin... Non, toute la course, il a tenu le rythme de Ricciardo et de Hamilton. En piste, il s'est payé le scalp de Verstappen à la régulière, puis de Sainz. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, il a profité de la boulette de Perez pour le passer. Si la course s'arrêtait là, le mec, il ramenait une Alpine sur le podium à la régulière. Hélas pour lui, il fait partie de ceux qui se sont arrêtés au pire moment, mais ça ne l'a pas empêché de claquer un des meilleurs tours sous le déluge pour finir 6ème. Alors je sais, je parlais de Lewis, de Max, de Lando, tout ça, mais en vrai, non, en vrai, est-ce que c'est moi qui m'extasie sur pas grand-chose, ou est-ce que ce pilote n'a rien à foutre dans le milieu du peloton? Alors je sais qu'il y a le caractère, le passé pas joyeux avec Ferrari, McLaren, tout ça, mais on oublie le bonhomme, t'oublies le bonhomme. Est-ce que c'est pas un des pilotes les plus créatifs et les plus fascinants à observer du plateau, j'oserais même dire de l'histoire en général? Combien il y en a des pilotes qui vont aussi loin avec pas seulement cette manœuvre du départ, mais de manière générale dans leur manière d'appréhender l'ensemble de la course. Il y en a pas beaucoup, donc dites-moi si c'est moi qui m'extasie pour rien, ou alors si c'est juste que voilà, ces beaux cheveux longs, sa mâchoire, ses gros sourcils, bah ça me fait peut-être un peu plus d'effet qu'à vous, et... Pardon. Ouais. et pour ce qui est d'Ocon, bah j'ai rien vu. Enfin, honnêtement, j'ai rien vu. Il a pas profité des qualifications, puisqu'il a été un des derniers à mettre les slicks. Bon, là, pour le coup, c'est pas de sa faute. C'est dommage, parce qu'il excelle généralement sous la pluie.
Et en course, il a avoué ne pas avoir de rythme, et ça s'est vu, parce qu'il était dans le peloton, alors il s'est battu un petit peu pour des points en toute fin de course, mais à l'extérieur des points, donc il y était pas, quoi. 8e place pour Kimi Raikkonen. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh bien, bon retour de Kimi, après un mois d'absence. Il signe le meilleur résultat de Alfa Romeo depuis 2019. Il a bénéficié d'un bon départ, mais le manque de rythme de l'équipe fait qu'il a finalement chuté en 13e position. Et au final, ce n'est que grâce au bel appel stratégique qu'il a lancé pour les intermédiaires qu'il a réussi à gagner ses points et remonter 8e. Alors là, c'est la sagesse à son paroxysme. Après, peut-être qu'il sentait qu'il y avait plus un coup à parier et qu'il aurait pu se viander totalement, on sait pas, mais voilà, donc sa course dans le milieu du peloton, j'ai l'impression que c'était pas trop la place de l'Alpha ce week-end. Il était très content de l'équilibre de sa voiture. Donc voilà, au final, il s'en est très bien sorti sous la pluie, belle stratégie, et qui ramène donc 4 points, qui seront pas du tout importants pour Alfa Romeo, parce que Williams sont loin devant, donc voilà. Et de son côté, Antonio Giovinazzi, il était là ce week-end? Ah non, oui, je l'ai pas vu. Ah si, il a craché la voiture, j'avais oublié. Encore, ouais. Personne ne s'attendait à ce que George Russell fasse plus de miracles après avoir enregistré la 3e position en qualification. Il a tenu sa place au départ en se défendant de Stroll et menant le petit train qui tirait Ricciardo et Hamilton, et puis Alonso et Perez aussi. Mais sa course semblait compromise lorsqu'il a répondu à la tentative d'undercut de Stroll. Il s'est fait passer par l'Aston Martin du coup et par tous ceux qui se sont arrêtés plus tard. Il est tombé en 11e place après que Vettel l'ait passé en fin de Grand Prix. Il a réussi à sauver un point avec l'arrivée de la pluie. J'ai envie de dire Williams dans les points, ça redevient presque une habitude. Honnêtement, au bout d'un moment, si tu veux, j'ai tellement rempli sa corbeille, comme les Hamilton, Verstappen, tout ça, j'ai tellement mis de compliments dans la corbeille, si tu veux, qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il se qualifie 3e avec une Williams. Alors, ok, c'est la pluie, ok, la voiture marchait, pas mal, tout ça, mais merde. Au bout d'un moment, en fait, tu peux plus rien dire. C'est-à-dire que le vocabulaire est juste limité en mots. Et quand t'as déjà dit que c'était exceptionnel de voir un mec qui se passe en Q2, en Q3 avec cette voiture, quand il commence à taper des podiums et des top 3 en qualif habituellement, il y a plus de mots en fait, donc voilà. Quant à Nicolas Latifi, partait de plus loin aussi à cause d'une pénalité sur la grille. Difficile d'imaginer s'il pouvait faire bien mieux, parce qu'on a vu sur les deux Williams, il n'y avait pas nécessairement de rythme. Il a passé son Grand Prix en fond de grille avant de toucher le mur lorsque la pluie est arrivée. Il a abandonné à quelques boucles de la fin. Chez Martin Aston, Lance Stroll semblait promettre quelques exploits. Une belle qualification sous la pluie, un bon départ, mais la décision de s'arrêter très tôt dans la course pour passer Russell s'est avérée tout sauf idéale. Ça ne lui a permis de passer que Russell. Et il était en route pour des points malgré tout. Il a perdu la 8e place en fin de course lorsque Leclerc est arrivé. Et après, quand il y a eu la pluie, disons qu'on l'a vu plus en aise sous la pluie qu'aujourd'hui. Il pensait pouvoir continuer avec les pneus slick. Évidemment, quand la pluie a continué, il est sorti de la piste et ensuite, il a pas vu son équipier, ils se sont touchés, il revient en piste, il percute Gasly, il se prend 10 secondes de pénalité qui ont servi à rien, il se prend 2 points sur sa super licence, je crois. Donc voilà, le tiercé parfait pour Lance ce week-end. Et tout ça sur les 5 derniers tours. Et pour ce qui est de Vettel, il a raté la Q3 d'un rien et en course, il semblait difficile de remonter dans le peloton. Il s'est bien défendu face à Leclerc, c'était assez spectaculaire de les voir s'affronter à nouveau dans des voitures différentes certes. Mais on pouvait peut-être l'espérer voir entrer dans les points parce qu'en fin de course, il remontait bien, il a passé Russell, mais lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, il s'est aussi arrêté un tour trop tard et il conclut 12e à un tour de son équipier.
Et c'est la deuxième fois de l'année que AlphaTauri manque les points, mais ce n'est pas la première fois qu'elle se noie sous la pluie. Gasly s'est plaint de ne pas avoir eu de train d'intermédiaire neuf pour son dernier tour en Q2. Après, faut avouer qu'il n'a pas plus insisté que ça non plus. En revanche, en course, après avoir stagné dans le peloton en menant un long premier relais avec ses pneus durs, il a demandé à imiter Bottas en fin de course, qui était rentré pour mettre les inters, mais son équipe lui a dit « Non, non, t'inquiète, ça passe ». Et du coup, bah, quand tu vois où Frodas a terminé, ils peuvent s'en mordre les doigts chez AlphaTauri. Et la mauvaise vision pluviale des AlphaTauri se confirme chez Tsunoda, qui, après une course nulle, a été appelé au stand en fin de course. C'est juste qu'on lui a mis les pneus tendres. Et c'est con. Et j'y repense en termes de pneus pas appropriés chez Toro Rosso. Flashback au Grand Prix d'Allemagne 2018, quand il s'est mis à tomber quelques petites gouttes, chez Toro Rosso, du coup, à l'époque, ils ont appelé Gasly pour lui mettre des full wet. Il n'y a rien eu de la course. À part Vettel qui s'est mis dehors parce qu'il a roulé sur une goutte d'eau, il n'y avait rien eu d'autre, tout le monde était resté en slick. Donc ouais, chez AlphaTauri, Toro Rosso, faut en voir 2-3 trucs sous la pluie. Et enfin, pour conclure, chez Haas, eh bien, Nikita Mazepin continue à faire de la figuration. Alors, il a clairement haussé son niveau de jeu avec son nouveau châssis Special K, mais il reste mauvais sous la pluie. Il y a un moment où je veux bien défendre ce qui est défendable, mais sous la pluie, il n'y a rien pour Mazepin, c'est un désastre. Il y a malgré tout pris un bon départ, mais bon, il n'a pas tenu en course parce que bah, il a une Haas. Et en fin de Grand Prix, il aurait fallu un miracle, malgré le bon appel de Haas, pour qu'il entre dans les points. Et je tiens à souligner une nouvelle fois que, bon, la première fois, c'était un peu limite parce que, à Bakou, tu sens qu'il n'avait pas vraiment vu Schumacher. À Zandvoort, c'était un peu limite, c'était assez limite. Mais là, de nouveau, ces défenses à la Mazepin qui nous a fait sur Tsunoda, là, c'est le propre de ce qu'il nous faisait en Formule 2. Et il y a un moment, enfin, je ne comprends pas pourquoi la direction de course, la FIA, n'intervient pas. Parce que ça lui avait valu pratiquement une course de suspension en Formule 2, toutes ces manœuvres en ligne droite qu'il a tendance à faire. Ça a ruiné ses chances de championnat à Bahreïn, parce qu'il se défendait comme un tocard, c'est-à-dire qu'il est en pleine ligne droite, enfin il va se faire dépasser, donc le mec il se rabat contre le mur, c'est bien pire que ce que Schumacher a fait à Barrichello à Budapest en 2010, c'est dire. Donc ouais, il y a un moment je me dis, déjà en Formule 2 c'était limite, mais en Formule 1 il y a un moment c'est pas acceptable de voir ça. Quand tu te dis qu'il y en a qui se prennent des points sur leur super licence parce qu'ils ont fait un tête à queue ou parce qu'ils ont coupé un bout de piste pour éviter un accident et que lui il a rien en faisant ça, je me dis... Enfin, je tape assez sur la FIA en général, donc allez, laisse béton. On va parler de Schumacher qui a été sandwiché au départ. Il a chuté au classement malgré une belle 14e place sur la grille. Et sa course s'est terminée sur problème hydraulique et il n'y avait rien de bien plus à dire. Et je m'en arrête là car les Haas et AlphaTauri c'était pas le plus passionnant ce week-end. Et les autres ont assez pris de temps d'antenne. J'espère n'avoir rien omis d'important que pour pouvoir... Quoi ? La feinte Mercedes au stand là. Non mais faut arrêter avec ces conneries là. Il y a aucun moyen de prouver que c'était une feinte Mercedes, Enfin, bon, je vais m'expliquer. L'idée, c'est bon, Mercedes le ferait depuis des années, et je pense qu'il y a beaucoup de vrai derrière ça. Mercedes demanderait à leur mécanicien de faire style « Oh là là, on se prépare pour faire un arrêt pour que l'équipe, le pilote qui est devant, réagisse. » Dans ce cas-là, c'était Ricciardo. Le truc, c'est que bon, la FIA pas contente, on dit oh, c'est pas bien, c'est dangereux tout ça, donc c'est interdit. Mercedes ont continué. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun moyen, littéralement aucun moyen de prouver que c'est une feinte en fait, que c'est une blague. Non, on va pas s'arrêter, mais on te fait croire pour s'arrêter. Déjà, bon, dans ce cas-là, ça n'a servi à rien parce que Ricciardo avait déjà prévu de s'arrêter, c'était prévu dans sa stratégie.
Et ensuite, parce que rien n'empêche la stratégie de faire l'inverse du pilote de devant. C'est-à-dire que... on l'a vu moult fois. Je repense à l'Espagne cette année. Hamilton était derrière Verstappen. On lui a dit « box opposite to Verstappen », donc tu passes au stand, enfin tu fais... Niveau au stand, tu fais le contraire de Verstappen. Verstappen a continué, lui il a plongé au stand. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans un cas où on peut dire, bah, l'équipe se prépare pour recevoir Hamilton, ou Bottas, ou je sais pas qui, mais étant donné qu'il s'est passé ci ou ça, que le pilote a pas fait, bah, nous, du coup, on laisse tomber parce qu'on a changé de stratégie, ou alors ça peut être juste, ah bah non, le pilote, il est resté en piste. Il a pas fait ce qu'on lui a dit, ce con. J'ai envie de dire, à moins de tout polisser, c'est difficile à contrôler. Il y a un moment, je pense qu'il faut pas non plus chercher à tout polisser, c'est le sport. Ça fait partie du sport. Là où j'ai du mal, là où je serais d'accord pour l'argument pour faire en sorte d'interdire ça, c'est pour les raisons de sécurité évidentes, c'est-à-dire que d'avoir une vingtaine de branquignoles qui sont dans leur stand, quand il y a des F1 qui passent, je sais plus, on est à 60, 80 dans la voie des stands à Sochi, enfin bon, quelle que soit la vitesse, c'est déjà beaucoup trop rapide. Donc voilà, c'est le seul truc qui peut inciter à ne pas faire sortir les mécaniciens pour rien. Donc voilà. C'est théoriquement interdit, mais factuellement, c'est impossible de le prouver, quoi. Donc ça m'a demandé bien plus de temps que ce que je ne le pouvais le croire de replonger dedans. J'ai terminé ça hier soir, enfin lundi soir du coup, et je me suis dit, non, attaque, je vais me coucher, donc je tourne ça ce soir, ce mardi, et puis j'espère pouvoir sortir ça. Enfin là, je corrige les 2-3 conneries que j'ai dit et que je vais pas te partager. Et puis voilà, on se voit tout de suite après. Donc merci de ton attention, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très bientôt. Merci à toi, merci Sochi, merci 1000 fois Sochi. Et à vous les studios, bisous.